Un mot aussi pour vous rappeler ce que c'est qu'un expert. Un expert, c'est quelqu'un qui n'a pas d'intention ultérieure. Quand je dis les choses, je ne les dis pas pour être applaudi ou parce que ça me fait plaisir, je les dis parce que je les crois justes et que j'ai vérifié qu'elles l'étaient. Et ceci étant dit, je vais vous parler de l'incroyable campagne d'hystérie médiatique de ces derniers mois sur la menace terroriste qui pèse sur la France. On a vu largement repris des professeurs de sciences politiques dire que le 11 septembre était imminent à Paris. On ne sait pas si c'est la tour Montparnasse, la tour Eiffel ou quoi, mais ça a été dit et repris sans aucune espèce de vérification ni de rééquilibrage. Et ça appelle de ma part un rappel d'un certain nombre de situations qui permettent de relativiser tout ça. Premièrement, le terrorisme au Moyen-Orient, pour les États qui se servent de cette arme, c'est l'équivalent de la bombe atomique pour nous autres. C'est une arme hyper dangereuse et donc on la tient sous contrôle. Ça, c'est le premier point. Et quand il y a des manifestations de terrorisme d'État, ceux qui contrôlent les entités terroristes qu'ils envoient à l'étranger commettre les attentats, ils les gardent comme des pitbulls à la laisse, très étroitement, et on ne les laisse pas divaguer à son intention et faire exactement ce qui leur plaît. Deuxièmement, tout terrorisme du Moyen-Orient durable, si ça dure au-delà de quelques semaines, devient immanquablement un terrorisme d'État. On l'a vu pendant toute la guerre civile libanaise. Je vous en donne la preuve du jour où Bush, le président, le père, a passé un coup de téléphone à Hafez el-Assad pour lui dire « c'est plus vous le méchant, c'est Saddam Hussein, et donc vous tenez-vous tranquille et ça va bien se passer ». Le lendemain matin, l'interminable guerre civile libanaise dont tout le monde, tous les experts habituels en catastrophe nous disaient qu'elle allait encore durer 20 ans, le lendemain, cette guerre s'est arrêtée au coup de sifflet, et il n'y a plus un seul coup de feu tiré pendant 17 ans, sauf sur la petite zone avec la frontière d'Israël, parce que là, il n'y avait pas de deal de fait. Donc, troisième rappel, on n'en est pas à notre premier djihad, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y en a eu notamment celui d'Afghanistan, où bien plus d'hommes ont été combattre que ceux qui combattent à l'heure actuelle en Irak ou en Syrie. Il y a eu la Bosnie, il y a eu la Tchétchénie, il y a eu plusieurs djihads comme ça. Que s'est-il passé après ces djihads, en tout cas en Europe? On nous a dit, là aussi, les semeurs d'hystérie, vous allez voir, ils vont rentrer, ils vont tout mettre à feu et à sang. Il ne s'est rien passé. Hein. Donc, partant de ces précédents, quelle est la menace pour la France? D'abord, un rappel qui concerne l'Europe. Je fais partie du groupe des experts d'Europol, et c'est Europol qui rassemble tous les chiffres et toutes les données sur tous les attentats accomplis dans l'Union européenne. C'est grand, l'Union européenne, ça fait 500 millions d'habitants, tout un continent. Et donc, ces chiffres sont les suivants pour l'année 2013, la dernière complète. Hors de la Corse et de l'Irlande du Nord, qui sont deux microbes sur la carte de l'Europe, pour toute l'Union européenne, des attentats réussis ou entrepris, c'est-à-dire la bombe a explosé ou on l'a trouvée le long d'un mur qui n'avait pas explosé, pour toute l'Union européenne, 7. 91 entre la Corse et l'Irlande du Nord. Il y a 24 à l'époque 27 pays de l'Union européenne qui sont hors attentat, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu depuis désormais 5 ans, y compris même des attentats islamistes. Donc à l'intérieur de ça, la situation pour la France est la suivante. Il se trouve que le hasard des choses entre les endroits où on fait la coordination antiterroriste, les endroits où on observe ce que font les terroristes à l'étranger et à l'intérieur de la France, à l'heure actuelle, 3 de mes étudiants sont exactement au centre de cette perspective-là. Je ne fais pas d'enseignement, donc je n'ai pas besoin des noms, des adresses et des numéros de téléphone portable, mais j'ai les chiffres. Les chiffres sont les suivants. Combattants armes à la main, avec les cagoules et éventuellement les têtes coupées du folklore local français sur le terrain à l'heure actuelle, 160. Depuis le début de l'affaire en question, 51 ont déjà été tués. Mais naturellement, ce n'est pas un jeu à somme nulle, il y en a qui arrivent, il y en a qui reviennent. Impliqués
dans des actions logistiques entre la Turquie et les champs de bataille 1 millier de personnes françaises, garçons ou filles. Et à l'heure actuelle, surveillés de très près dans la région parisienne parce que potentiellement dangereux, une dizaine, pas plus. Voilà la réalité des chiffres. Maintenant, rappelons-nous ce qui s'est passé dans les djihad précédents. Quand les gens sont engagés vraiment, qu'ils sont au combat, ils restent sur place par la suite. Les gens qui étaient dans la brigade de Zenitcha, il en est rentré très peu dans le reste de l'Europe, y compris ceux qui étaient européens. Ils ont un statut là-bas sur place, ils jouissent d'une espèce de réputation d'anciens combattants. Bien peu sont ceux qui rentrent. Maintenant, le vrai danger, car il y a un danger. Le danger le plus grave pour nous, et il est d'autant plus difficile à contrôler qu'il s'agit de gens pratiquement incontrôlables, ce sont ceux qu'on appelle les recalés du djihad. Ceux qui ont été là-bas, qui ne se sont pas intégrés, qui étaient instables, qui n'étaient pas bien dans leur peau, qui étaient considérés comme fous, qui des fois se droguaient, etc. Et ceux-là, on les renvoie vers l'Europe en disant on va faire ton djihad tout seul. Dans cette catégorie-là, naturellement, pas pour Syrie, mais Afghanistan, il y a Mohamed Merah et il y a Nemouche, celui qui a tiré sur le musée juif à Bruxelles, dont ceux qui l'ont interrogé m'ont dit qu'il était simple d'esprit, quoi. Il n'était pas vraiment extrêmement calibré. Donc on n'est pas dans les génies du crime, ni de la terreur, on est dans des gens perturbés, et nombreux sont ceux qui sont recrutés à l'heure actuelle, qui rentrent dans cette catégorie-là. 70% d'entre eux sont d'anciens voyous, c'est-à-dire des gens qui ont des épisodes de droit commun, et à peu près 1 sur 2 sont connus pour avoir des cas de perturbations psychologiques, tentatives de suicide, épisodes de drogue, etc. Voilà la réalité à l'heure actuelle, telle qu'elle est. C'est d'autant plus dangereux à surveiller que, souvenons-nous du cas de Mohamed Merah, et la tâche n'est pas simple à l'heure actuelle pour les services, mais il faut leur simplifier la tâche en leur permettant de se concentrer sur les vraies menaces et pas sur l'espèce de tsunami à la Gengis Khan qui reviendrait du Moyen-Orient submerger et mettre la France à feu et à sang. Souvenez-vous de l'épisode de Mohamed Merah, il part un matin pour tuer un autre soldat français à qui il a fait le coup habituel de lui vendre un scooter. Le soldat en question se sauve la vie en ne venant pas au rendez-vous. Donc Mohamed Merah, il est 8h moins 1, il commence à être anxieux, il a une caméra qui tourne, il a une arme, un pistolet armé dans sa poche, et il dit « il faut que je m'en aille ». Il lève les yeux, c'est lui-même qui le dit dans les confessions qu'il fait avant de mourir en parlant à des policiers. Il lève les yeux pour voir si le feu est rouge ou vert. À ce moment-là, il voit quelque chose écrit en hébreu. Il regarde d'un peu plus près, il voit que c'est une école coranique, il baisse les yeux, il y a des enfants qui rentrent dans l'école, et à la seconde même, et lui-même ne le savait pas une minute avant, il ouvre le feu sur la petite fille, c'est la première image qu'on voit quand il tire sur la malheureuse gamine. Et donc, comment faire du renseignement efficace sur des gens qui sont instables et perturbés au point de ne pas savoir eux-mêmes une minute avant ce qu'ils vont faire une minute après. Donc voilà vers quoi la police et le renseignement, la gendarmerie et les instances de répression en général doivent se préoccuper. C'est très difficile pour eux. Songez que depuis plus d'un demi-siècle, toutes les instances, et y compris même la justice, ont dû passer des formes individuelles de crimes aux formes collectives à partir des années 60 du XXe siècle, crime organisé, terrorisme, etc. Et là, il leur faut faire conceptuellement du rétropédalage et s'intéresser toujours plus, soit à des individus isolés, soit à des individus ayant réussi à subjuguer une partie de leur entourage familial, et c'est ce que la psychiatrie appelle les délires à plusieurs, quand on a réussi à convaincre son frère ou sa sœur ou sa vieille maman comme Breivik qu'on était en train de faire quelque chose de grandiose, mais une logique de délire à plusieurs et une logique d'organisation sont totalement différentes. Les symptômes ne sont pas les mêmes, on ne les voit pas apparaître de la même façon, et donc il y a toute cette réorientation intellectuelle à faire à l'heure actuelle pour les services concernés, et c'est un service à leur rendre que de leur permettre de travailler sur les bonnes cibles et pas être dans le délire sur des choses qui n'arriveront jamais. Je vous remercie. Ils ont une réputation très moyenne dans le Conseil de coopération du Golfe, parce qu'ils se rendent compte que quand les gens du Conseil de coopération du Golfe, qui sont dans les négociations au sommet, j'ai parlé avec certains d'entre eux, quand il y a le Qatar qui est là, l'information elle est à Téhéran le lendemain, donc ils se demandent s'il n'y a pas un peu des pertes en ligne ou des fuites de ce côté-là, et donc le reste, si vous voulez, c'est
voilà, l'Arabie Saoudite, c'est 90% de la stratégie de la région, quoi. Le reste, voilà. Et dans une posture où il privilégie depuis le départ une solution à la japonaise, un pays du seuil. Je peux l'avoir dans 6 mois si je veux, mais momentanément, j'en ai pas besoin. Donc on en est là, et à partir de cette position-là, c'est pas la politique d'Obama. Toute la superstructure à Washington, c'est une tête d'épingle, Washington. Les gens qui font la politique au sommet, ils sont quelques centaines, pas plus. Ces gens-là sont horripilés maintenant par la politique de Netanyahou, n'arrivent plus à suivre la position de l'Arabie Saoudite parce que quand ils vous parlent en privé de l'Arabie Saoudite, ils vous disent c'est l'Union Soviétique en 1988, c'est des vieillards, un club de petits vieux là qui sont, alors c'est sans doute exagéré ou caricatural, mais c'est quand même ça qui nous décrivent, et la puissance autour de la présidence des États-Unis qui a toujours un poids dominant. Sous chaque présidence, il y a un ministère qui est plus puissant que les autres. Sous Obama, c'est le département d'État, c'est John Kerry. Chaque fois que des gens du département d'État, j'en connais certains, je parle avec eux, j'organise des conférences avec eux, vont à la Maison Blanche, c'est pour leur dire il est insupportable qu'on n'ait pas d'ambassade à Téhéran, soit on est en guerre contre l'Iran et on leur envoie les B-52, si on n'en est pas en guerre, il nous faut une ambassade à Téhéran, on n'y arrive plus. À l'heure actuelle, c'est la section des intérêts américains à l'ambassade de Suisse à Téhéran. Alors vous voyez, le département d'État, je dis pas ça pour les approuver ni les désapprouver, je cite un fait, c'est une Ferrari. Un important membre du département d'État assiste un jour à une conférence qu'on avait organisée. Dès qu'il a fini de prendre la parole, il me dit ça va ce que j'ai dit, c'est bien. Je lui dis ouais, c'était super. Il appuie sur un bouton et à l'instant même son discours est sur tous les blocs du département d'État dans le monde entier, dans toutes les ambassades. C'est ça le département. C'est une machine hyper puissante. Alors à Téhéran, allô, ah bah non, bah il est 5 heures, ah bah on n'est plus là, hein, donc bah, rappelez demain, on va voir ce qu'on peut faire. Ils sont hystériques de ça. Et tous les jours, John Kerry fait du lobbying auprès d'Obama pour dire il nous faut une ambassade. Passons sur ce qui s'est passé au moment de Khomeini. On leur a fait tout ce qu'on a pensé pouvoir leur faire pour qu'ils se cassent la gueule. Ils se sont pas cassés la gueule. C'est un pays solide. On leur a fait de la révolution verte. On leur a fait des virus informatiques. Ok, ça marche pas. If you can't link them, join them. Voilà. Alors à l'heure actuelle, on en est au moment où c'est la volonté de la nomenclature de Washington de trouver un terrain d'entente. Pas de baisser sa culotte devant eux, mais ils vont le faire, ça. Et je crois même que cette volonté-là, elle dépasse le clivage démocrate-républicain, et attendons de voir quels vont être les votes des républicains sur cette affaire-là. Mais voilà, donc on ne peut pas le faire si les Iraniens brandissent la bombe atomique, ils ne le feront pas. On ne peut pas le faire s'ils sont trop agressivement avec des trucs comme le Hezbollah au premier plan. Tout ça, à l'heure actuelle, se tait et se calme, et en attendant d'être transformés en cercle. Vous savez, les chiites du Hezbollah, ils sont extrêmement disciplinés. On leur dit demain matin, les enfants, vous rendez les kalachnikovs et vous faites des services sociaux et d'alphabétisation des petits-enfants dans les villages. Ils le feront aussi. Hein. C'est pas un cimetière, le Hezbollah, c'est un couteau suisse avec plein de lames. Hein. Donc, il faut bien faire attention à ça aussi. Et dans ce contexte-là, l'immense nervosité des pétromonarchies se comprend. Bahreïn, 70% de chiites dans sa population, et tout le nord de l'Arabie Saoudite, là où il y a des puits de pétrole, des chiites aussi. À force d'être 10%, maintenant ils sont sans doute 15%.